Boa noite, eu sou Pedro Russac. Aqui nós estamos com mais um debate CEA especial. Hoje nós vamos entrevistar a professora Isabelle Stanguers, que é professora da Universidade Livre de Bruxelas. Tem um trabalho muito importante na área de epistemologia das ciências e também no debate ecológico. Recentemente saíram livros dela no Brasil, No Tempo das Catástrofes, Uma Outra Ciência Possível. E nós vamos falar especificamente de um artigo dela que se chama Ciência e Ecologia dos Saberes, que ela vai apresentar, e depois nós vamos ter a participação dos professores e professoras da Universidade Rural, professora Ana Paula Perrota, quem eu agradeço, professor Guilherme Ribeiro, professor Cristiano. Madame Stanguers, bonjour. Bonjour. Vous pouvez faire une petite présentation de votre article, s'il vous plaît? Je vais présenter un article ici, c'est la réponse à une question. Et cette question m'était posée dans le cadre un futur dictionnaire sur les mondes post-capitalistes. Donc, comme nous ne vivons pas de monde post-capitaliste, en tout cas en Europe, c'était aussi un exercice d'imagination, mais d'imagination problématique. Et j'ai voulu en poser le problème. On me demandait de traiter des sciences et des pratiques scientifiques. Et la réponse trop simple, ça aurait été de partir de l'idée que les sciences étaient simplement, pour le moment, comment dirais-je, complices du capitalisme, étant donné leur rôle dans, dans l'exploitation du monde, euh, et que le post-capitalisme transformerait donc les sciences. Et j'ai voulu compliquer ça en disant, attention, il y a d'autres avenirs post-capitalistes qui sont des avenirs profondément dystopiques et où ce que nous connaissons aujourd'hui pourrait être remplacé par des bureaucraties fonctionnant au nom de la science, des bureaucraties tyranniques, des bureaucraties qui feraient régner la raison du il faut bien, étant donné le futur climatologique de la planète, et que donc il fallait aussi traiter les sciences du point de vue de leur relation avec les États, et donc le type d'État qui pourrait devenir une dictature bureaucratique sous le signe de la pénurie. Et donc, je suis partie de plutôt l'idée de la relation entre les sciences et la colonisation. On ne peut pas comprendre le post-capitalisme de manière intéressante sans aussi comprendre un post-colonialisme qui est évidemment lié. Capitalisme et colonialisme sont évidemment liés, mais on peut tenter de les distinguer pour poser le problème. Et ce faisant, d'ailleurs, j'étais beaucoup inspirée par une autrice canadienne, Max Liboiron, je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui distingue, dont la pratique est scientifique, elle a un laboratoire, mais elle distingue une science anticoloniale comme étant la lutte pour une science anticoloniale comme étant cruciale. Donc, c'est la dimension colonisatrice des sciences qui était pour moi le type d'avenir dystopique, puisque colonisatrice, ça veut dire effectivement une science qui domine, mais au nom de il faut bien et de thèse générale, alors que le capitalisme ne s'embarrasse pas de il faut bien et de le bien général ou la raison demeure. Pour moi, le capitalisme est avant tout un génie de l'opportunité.
tout ce qui peut faire profit a de la valeur. Et si les dieux et les divinités peuvent être une source de profit, les dieux et les divinités intéresseront le capitalisme. Tandis que, donc, donc pour moi, le capitalisme et l'État sont évidemment aujourd'hui totalement corrélés. Dans notre période, la période néolibérale a vu les États euh, se mettre sous la dépendance des puissances capitalisme qui sont les seules à même d'assurer la croissance. Mais néanmoins, ils répondent à des manières de faire et de concevoir la situation différentes. Donc, l'avenir demande de les distinguer parce que même si elles sont corrélées, euh, elles sont corrélées comme des êtres différents. Voilà. Et donc, voilà, donc je me suis embarquée, puisqu'on m'a demandé de traiter des sciences dans cette dimension-là, euh, dans une direction où j'accentue la question coloniale des sciences et la question de la manière dont les sciences pourraient, comment dirais-je, participer à une pensée, non pas, et ça, c'est une des thèses de Liboiron que je soutiens parce qu'elle me situe. Elle dit que ce qu'elle tente de pratiquer au Canada dans son laboratoire n'est pas une science décoloniale, parce que la décolonisation est l'affaire des populations autochtones. C'est, les sciences peuvent lutter contre leur colonialité. Et donc, elles doivent être anticoloniales plutôt que décoloniales, ce qui, au fond, leur donnerait trop. Ce serait comme si elles pouvaient se retrouver en toute harmonie avec les populations dont l'affaire est une pensée décoloniale, activement décoloniale. Donc, c'est aussi l'idée que j'ai prise et que j'ai tenté de traiter du point de vue de l'écologie des sciences. Non pas l'identité des sciences, mais l'écologie des sciences et l'écologie des savoirs. Pour moi, parler d'écologie dans ce domaine-là, c'est parler des sciences comme inséparables d'un milieu. Au centre de l'écologie, il y a la question des milieux d'interdépendance, des milieux où des êtres disparates suivent des finalités différentes, mais ont besoin les uns des autres pour les atteindre. Euh, et donc, dans la perspective que j'ai prise, étudier les sciences, c'est les étudier dans leur milieu, dans le milieu tel qu'il est aujourd'hui et dans le milieu tel qu'il pourrait devenir. Ça ne veut pas dire que les sciences sont fonction de leur milieu. Ça voudrait dire là qu'elles obéissent simplement. Leur milieu les explique. Non, elles profitent des opportunités que leur propose leur milieu. Elles, donc, mais elles peuvent aussi, comment dirais-je, avoir des rapports antagonistes à leur milieu, mais cet antagonisme est situé par le milieu. On n'est pas antagoniste en général, on est antagoniste par rapport à tel ou tel milieu. Et donc, essayer d'aborder les sciences dans leur milieu, c'était aussi aborder les possibilités d'un changement de milieu. Et comme en tant que cause pouvant faire, non pas commander un changement, là la science serait fonction du milieu, mais rendre possible, rendre imaginable un changement. Voilà, donc voilà un peu, là, on va pouvoir entrer maintenant dans des détails, mais voilà la perspective générale, c'est euh,
la question ne peut pas, la question doit impliquer et le capitalisme et la colonialité des sciences, et ces questions ne peuvent pas être traitées à partir d'identités abstraites, mais de ce que le milieu permet, autorise, interdit, décourage de faire dans tel milieu. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais, Non, tout à fait. mais Tout à maintenant, fait. je vais me laisser guider par je vais bénéficier du milieu que vous constituez. Merci beaucoup de cette présentation. Je passe la parole à Ana Paula Perrota pour É, poser essa questão. d'accord. Vou falar rapidamente em português, primeiro para cumprimentar todo mundo, agradecer ao Pedro por a organização e o convite para participar desse debate, e cumprimentar aqui os meus colegas também. Je vais parler en français. Bonjour, Madame Isabelle Stenger. Je suis très, très heureux avec votre participation à notre débat. Votre travail, c'est très important, né, pour analyser longtemps, né, notre temps historique avec la radicalité dont nous avons besoin. Et plus encore, un texte comme celui dont nous allons débattre aujourd'hui est fondamental pour penser l'avenir. Donc, un dialogue avec votre proposition sur l'écologie des savoirs, je voudrais entendre votre réflexion sur la place de l'anthropologie comme outil pour aider la science à s'ouvrir à de multiples alliances et construire un monde post-colonialiste et post-capitaliste. Et je voudrais savoir aussi ce que vous pensez de la diversité de la science elle-même, non seulement par rapport aux différents domaines de la connaissance scientifique, mais aussi par rapport à la science qui se pratique ici, en Amérique latine et en Afrique, par exemple. Je pose cette question en pensant au comité de géologues qui rejetait l'Anthropocène et qui implique d'être majoritairement composé d'hommes, n'avait aucun représentant de ce continent. Je voudrais savoir enfin comment vous analysez cette décision. Si avec cette configuration, il serait possible d'avoir une autre décision. C'est ça. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Bon, donc 3 questions. GIEC. Et la troisième, c'était, attendez, parce que je viens d'oublier, je notais, et du coup, j'ai oublié une autre configuration. Votre troisième question, c'était? Je peux la dire si vous voulez. Oui, C'était Oui, c'est par ça. rapport au comité des géologues. Est-ce que si il y avait eu parmi eux, si j'ai bien compris la question d'Anna Paula, des Sud-Américains et des Africains, est-ce que vous pensez que cela aurait changé leur prise de position? oui. Donc, sur l'Anthropocène. Oui. Oui, oui. OK. Bon, d'abord, pour l'anthropologie, elle est devenue très importante pour moi au cours de cette dernière décennie, depuis ce qu'on peut appeler, en gros, ce que certains d'entre les anthropologues ont appelé, comment dirais-je, le tournant ontologique, hein, euh, qui revient, parce que le mot ontologie est un mot très lourd en philosophie, je veux dire, et je suis pas sûre que je trouve ce mot très heureux. Enfin, et il a beaucoup de sens. En Amérique, il a un sens, en philosophie analytique, il a un sens tout à fait différent des ontologies plus spéculatives qui se pratiquent en Europe. Donc,
une anthropologue que j'ai appris à connaître récemment parce qu'elle m'a demandé de postfacer son livre, Margaret Wiener, comment dirais-je, préfère parler de la politique de la réalité qui a été menée par les anthropologues ancienne manière, c'est-à-dire qui savaient ce qu'était la réalité. C'était l'ontologie qui n'est pas une ontologie, le sens commun occidental qui implique que la magie, par exemple, n'existe pas, mais qu'elle est très dangereuse, et une politique qui a été menée, là ça se passe, comment dirais-je, à Java, je crois, et qui constitue comment dirais-je, civiliser les indigènes et leur apprendre de manière parfois très violente que, par exemple, des balles de fusil sont plus puissantes que des défenses magiques ou des armes magiques. Donc, je crois que l'anthropologie a historiquement été liée au colonialisme. Bien sûr, les anthropologues ont eu accès en même temps que l'opération de colonisation aux populations autochtones et les ont étudiés. Ça a pu être compliqué. Néanmoins, le lien est fort et aujourd'hui, l'anthropologie prend le risque anticolonial, une décolonisation de la pensée, a dit Vivero de Castro, et je trouve ça très bien. Qu'est-ce que Ah, non pas de donner raison au peuple, dire ils ont raison, mais de prendre au sérieux que l'on peut penser et pratiquer comme ça et se laisser transformer par ce savoir, par le fait de devoir prendre au sérieux ce que auparavant on interprétait comme croyance, etc. Donc il y a un effort là qui fait que l'anthropologie est devenue une source extraordinaire de pensée pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est une pensée enfin, c'est une pensée qui n'essaye pas de fabriquer, comment dirais-je, un nouveau savoir humain général, mais accueillant, mais accepte que c'est une épreuve pour l'anthropologue de prendre au sérieux et que cette épreuve doit le transformer. Mais et ça, c'est encore une fois de l'écologie, il change de rapport au milieu de ses études. Ça doit le transformer au sens comment dirais-je, de, de le situer activement à partir de non pas ce qu'il doit apprendre à savoir, mais ce qu'il ne peut pas véritablement savoir. Il est situé aussi par le fait il doit prendre au sérieux ce qui, partiellement en tout cas, lui échappe. Et c'est aussi le thème des connexions partielles et de Marisol de la Cadena avec justement ces savoirs qui peuvent communiquer, mais toujours en laissant de manière partielle. Et ça, je crois que c'est quelque chose, c'est justement une aventure que je mettrais du côté d'une aventure écologique, où des êtres différents et qui ne veulent pas devenir les mêmes apprennent à se rencontrer. Je crois que enfin, une des choses qui m'a intéressée, c'est que on connaît, enfin, on connaît mieux les efforts des premiers peuples américains pour civiliser leurs envahisseurs. Hein. Donc, eux ont beaucoup appris sur qui nous sommes et ont pris au sérieux notre caractère redoutable, mais nous avons très peu appris
l'écologie a changé maintenant. L'apprentissage pourrait être réciproque. Donc, je crois que l'anthropologie est une de ces sciences qui montrent qu'une science peut changer. Qu'une science peut changer si elle est, non pas être coupable, mais prendre plus au sérieux ce qui l'oblige, bien parler de ce à quoi elle a affaire. Finalement, les chimistes essayent de bien parler des matières qu'ils manipulent. Mais, comment dire, mais voilà, donc ici, c'est bien parler sur de nouveaux terrains. euh, Tout à fait, beaucoup plus intéressant. Donc voilà, alors j'en viens à ce qui arrive sous le nom d'Anthropocène et je mettrai en même temps le GIEC et les géologues, puisque c'est un peu les mêmes situations, hein. Des gens qui parlent à partir d'un savoir sur ce qui arrive au monde. Alors, comment dirais-je, pour moi, le GIEC en tant que donc le groupe d'études études climatiques sont partis d'une idée qui est ratée. C'est-à-dire, ils ont fait confiance dans une version de l'écologie des pouvoirs où les pouvoirs publics, s'ils étaient bien informés, agiraient bien. Donc, leur contrainte, ça a été d'informer au mieux de leur capacité les pouvoirs publics pour qu'ils prennent des mesures. C'est quelque chose, ça a raté. Ça a raté notamment, et ce hasard, c'était à la même époque que le monde devient néolibéral, c'est-à-dire que toutes les possibilités d'action des pouvoirs publics, ils y avaient renoncé. Euh, Vous savez bien qu'aujourd'hui, si un État veut, comment dirais-je, transformer le type d'investissement qu'il accepte, etc., il se fera attaquer par l'OMC. Donc, les États n'ont plus le pouvoir de véritablement répondre aux défis climatiques. Est-ce qu'il y a une liaison entre les deux? Mais en tout cas, le GIEC s'adressait à un milieu qui n'est plus le nôtre. S'adressait à des gens qui n'ont plus le pouvoir de changer quoi que ce soit. Enfin, de changer là où il faut changer, c'est-à-dire sur les investissements des pétroliers, etc. Donc, mais c'est pas des ennemis. Ils ont essayé de bien faire leur travail, à, à un certain niveau, c'est-à-dire au niveau de qu'est-ce qui est en train d'arriver qu'est-ce qui va sur des modes différents arriver à tous les peuples. Tous les peuples seront en danger et en nécessité de se réinventer. C'est ce que Bruno Latour a appelé un nouveau type de contemporanéité. Nous sommes tous pris dans le même temps qui est celui de ce bouleversement. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit répondre de la même manière, mais tout le monde est désormais contemporain au sens fort, partageant le même temps. Les peuples d'Amazonie voient la forêt amazonienne se transformer comme nous pouvons voir d'autres parties du monde se transformer. Tout le monde doit répondre à une question qui se produit pour tous en même temps. Donc, de ce point de vue-là, la climatologie au sens colonial, c'est-à-dire étant partout à sa place, pouvant parler de tout à la fois, a une pertinence pour nous dire, attention, voilà ce que nous sommes en train de vivre.
et cela ne va pas s'arranger. Ça ne va pas revenir à la normale. Ça, ils peuvent le dire. C'est le genre de... Mais par contre, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Cela, il ferait mieux de se taire. Il ferait mieux d'en appeler à, aux situations individuelles et non pas à des économistes qui calculent ce que ça coûterait, etc. Donc, le GIEC est entre le tireur d'une alarme qui doit résonner partout, donc tireur d'une sonnette d'alarme qui doit résonner partout parce que tout le monde est concerné. Voilà ce qui est en train d'arriver. Et pris entre ça et des économistes, c'est le troisième groupe de travail du GIEC qui, eux, calculent les profits et pertes que les manières de faire face économiquement dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Alors l'Anthropocène est venu là-dessus et moi, c'est quelque chose, c'est un mot que j'ai refusé tout de suite hein, parce que l'anthropos, je ne l'ai jamais rencontré. Par contre, j'ai rencontré des gens qui se prennent pour des représentants de l'homme tel que il doit, comment dirais-je, faire avancer la connaissance de l'homme porteur du progrès, de l'homme porteur du véritable destin de l'humanité, etc. Et cela, évidemment, c'est les colonisateurs. Donc, donc, mais je ne crois pas que ce soit pour ça que les géologues ont refusé le mot anthropocène. Il y avait un autre problème qui était que, et ça c'est Donna Haraway qui l'a dit, si on doit appeler quelque chose anthropocène, ce sera une période de transition extraordinairement courte parce que anthropos est voué à la disparition de toute façon. Peut-être pas les humains, mais en tout cas les ambitions d'anthropos, eux, sont condamnées à terme. Donc, c'est une, oui, elle comparait ça plutôt à la transition qui a vu la disparition des dinosaures, très vite, très court. Et c'est aussi une bonne idée. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans la tête des géologues et il ne m'intéresse pas parce que c'était un coup de publicité. Moi, ce qui m'a révulsé dans la dimension de l'anthropocène, c'était l'homme, c'est maintenant qu'il a des puissances de transformer le monde comparables aux grandes forces géologiques. Et maintenant qu'il le sait, il doit mettre cette puissance au service de l'intérêt commun. Bon, eh bien, ce qu'il a détruit, il aurait donc le pouvoir de le réparer. Maintenant qu'il sait qu'il a détruit, il doit pouvoir réparer. Eh bien, ces deux pouvoirs n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On peut détruire sans même savoir que l'on détruit. C'est facile de détruire, mais réparer, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça faisait une espèce d'équivalence entre le pouvoir de détruire et le pouvoir de refaire, qui est une aberration. S'il doit y avoir des manières de refaire, c'est par des moyens totalement différents que ceux dont a profité la destruction. Donc voilà, là, pour moi, l'idée de demander ça aux géologues, c'était mettre l'accent sur le pouvoir quasi géologique de l'homme, et c'est une très mauvaise idée. Jamais les volcans ne referont ce que les volcans ont détruit, jamais, etc. Non, donc moi, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait et je m'en fiche parce que, en gros, les géologues ne m'intéressent pas particulièrement et surtout les géologues tels qu'ils sont dans leurs organes de décision, sur les âges de la Terre. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Et
mais je suis assez soulagée qu'on ne puisse plus dire la géologie nous dit que c'était vraiment du colonialisme, ça, parce que l'homme comme force géologique, c'est une force de type colonial. Voilà. Merci, Madame Stanguers. Avant de passer la parole à Guilherme, est-ce que vous pourrez parler brièvement de ces projets d'un dictionnaire post-capitaliste? Je crois que c'est Patrice Manillier qui l'organise, c'est pas? Non, Jérôme Bachet, Jean-Pierre, je ne sais plus. Mais enfin, c'est à la découverte. Ah, d'accord. Et c'est les mondes post-capitalistes. Ça devrait, enfin, les textes ont dû être rentrés maintenant, donc ce sera. Mais je ne sais pas du tout comment ce sera. Bon, on Mais aimerait bien, ce sera un gros dictionnaire, d'accord. il y a des dizaines et des dizaines d'auteurs. Bon, on aimerait bien traduire votre texte en portugais. Oui, C'est mais magnifique, hein. Bon, Guilherme, Donc voilà, bonjour. bonjour. Tout d'abord, merci à Pedro, Isaac, mon collègue, d'organiser cette conversation. C'est un plaisir d'être ici avec mes collègues de l'université. Et merci particulièrement à vous, Madame Stanguer. Je lis votre texte avec plaisir. Et je vais vous poser une question qui est une espèce de prolongement d'une des questions soulignées par mon collègue Ana Paula. Mhm. Voilà. Votre texte montre le rôle de la science avec majuscule. J'ai bien aimé cette différence, Ah oui. cette remarque, dans l'émergence d'un nouveau régime climatique. En proposant une autre science, disons, vous avez cru que l'écologie propose de considérer les protagonistes par leur milieu, non pas comme déterminés par ce milieu, mais comme situés par lui. La page 4. Voilà. Ce projet de voir la science autrement, à mon avis, doit aussi dialoguer sans hiérarchie avec le savoir des peuples originaires, par exemple. Ainsi, je vous pose la question suivante. Quel est le rôle des connaissances et des langues non eurocentriques dans la création d'une écologie non coloniale de savoir? Mhm. Ben, pour ça, l'anthropologie dont on a déjà parlé est Oui, c'est ça. extraordinairement précieuse parce que moi, Voilà. en Europe, quand je lis Liboiron, ma première réponse, mais qui est la réponse bête, mais vraie et bête, bêtement vraie, qui est en Europe, on a tué toutes nos populations premières. Jules César a été très efficace et Voilà. les grandes colonies, les grandes invasions, enfin, l'Europe est un lieu de brassage où on peut dire que ce qui reste quand on parle des paysans chez nous, ceux qui luttent pour rester paysans contre l'agro-industrie Mhm. sont ceux qui nous restent de peuple premier, en fait, en tout cas de peuple dont la lignée, mais Dieu sait ils ont été censés se transformer. Donc on n'a pas cette résistance de peuples qui se souviennent de leurs anciennes manières de faire, coutumes et sens de ce qui importe. Pour moi, ce qui importe, c'est un mot très important. Euh, donc, je suis située par le fait que je suis européenne, mais mon imagination est irriguée par ce que les anthropologues nous apprennent et ont appris et réussissent à nous transmettre. Euh, et font et, nous et incitent aussi à retrouver dans notre propre histoire les politiques de la réalité dont Marguerite Wiener, par exemple, a montré l'efficace dans les colonies.
chez nous aussi, des savoirs jugés superstitieux ou charlatans ont été persécutés. Donc ces savoirs, ils renaissent quelque part. Enfin, il y a sans cesse des mauvaises herbes dans les belles plates-bandes des savoirs dignes, et sans cesse l'éradication se reprend. Donc on connaît quelque chose. J'ai l'impression que si on veut parler, que moi, quand je veux parler de ce qui se passe loin de l'Europe, eh bien, ma première référence qui vient, c'est la destruction des communs en Angleterre, notamment, et la chasse aux sorcières. Donc, il y a eu là un vieux monde, enfin un monde ancien, un monde de coutumes, un monde de faire en commun qui a été détruit assez systématiquement. Il y a eu une endocolonisation en Europe qui évidemment a produit des êtres qui ne se savaient pas coloniser, contrairement aux autres. C'est la différence. Et c'est pas pour dire on a aussi été très malheureux. Non, non, non. C'est simplement que si je veux me situer et je dois me situer par rapport à l'Europe, je peux pas être partout, comme si ma pensée pouvait aller partout. Mais si je veux me situer en relation avec ce qui est arrivé ailleurs, c'est au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle que je dois penser, c'est-à-dire avec la destruction d'un monde qui fut un monde très, très différent et qui fait résurgence avec le thème des communs et des manières de faire en commun qui ont été détruites. Voilà. Donc, et alors, j'ai oublié votre question maintenant. Donc, voilà. Donc, je crois que oui, qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Nous sommes, enfin certains, il y a des voies d'apprentissage, il y a des voies mais ce qui me semble important, c'est que justement, on évite l'idée qui serait encore de la colonisation, que nous pouvons apprendre au sens de prendre à et faire nôtre ce qui sont les manières de faire importer des autres. Il y a c'est ce qu'on peut appeler ça l'impérialisme, etc. Par contre, on peut voir à partir de ce qui a été détruit la parenté. Par exemple, ce qui a été détruit en Europe depuis longtemps, pour moi, c'est les manières, c'est ce que j'ai expérimenté ici à Bruxelles avec des migrants africains, enfin, etc. C'est la palabre. J'ai rencontré là, autour de problèmes de séparation entre un couple belgo-africain, où on se rencontrait entre groupes belges et africains. J'ai rencontré là des gens que je n'aurais jamais, qui auraient chez nous été des éboueurs ou des vendeurs de babioles, enfin des migrants anonymes africains, venaient du Sénégal. Et là, j'ai appris ce qu'on peut appeler palabre, ce que les Portugais ont appelé palabre. C'est-à-dire, et j'ai appris à quel point c'était transformateur, la palabre. Transformateur au sens, par exemple, du fait que ceux qui sont réunis là sont réunis en tant que gens qui savent, en tant qu'aînés au fond, qui savent des choses sur l'ordre des mondes. Et s'ils sont réunis, c'est parce que ce qu'ils savent n'est pas suffisant pour ce problème-là. Mais ils ne peuvent pas s'entre-critiquer. La parole tourne et fait remonter des choses profondes chez les uns et chez les autres
qui finissent sans que personne ne puisse dire comment, par se rejoindre et fabriquer autour du problème quelque chose de pertinent où on se rencontre. Donc, il ne s'agissait pas de me convertir à quoi que ce soit, mais de vivre dans mes propres termes l'efficacité de cette pratique, de cette technique, qu'on retrouve un peu partout dans toutes les civilisations orales. Or, chez nous, comment ça a été détruit? Ben, par l'idée qu'il faut argumenter et que l'argumentation est polémique. L'un doit avoir raison et l'autre tort. Et c'est exactement ce qui est interdit par la palabre. On n'argumente pas. Et donc, voilà, quelque chose qui m'a très profondément changé, c'est l'expérience pratique grâce à ces migrants africains, souvent illégaux d'ailleurs. Ces migrants, ils nous apportaient leur version d'une pratique qui nous transformait dans nos propres termes. Donc, et ça, c'est pas de l'impérialisme, parce que ce que j'ai appris, c'est pas je vais faire comme eux. Non, c'est accepter leur offre, accepter les règles qu'ils proposent, m'a transformé. Voilà. Bon, d'accord, merci. Et donc, ce qui désormais est important, c'est, bon, il y a des endroits où argumenter, en mathématiques, on argumente, etc. Enfin, je veux dire, il y a des endroits où l'argumentation est précieuse. Mais quand il s'agit de problèmes vitaux, l'argumentation est un mauvais outil parce qu'il suppose qu'on doit faire la différence entre qui a raison et qui a tort. Voilà. Parfait. Voilà. Merci bien. Bon, merci de cette réponse magnifique. Et donc, Christian, s'il vous plaît. Oui. Bon, je vais aller dans la suite. Donc, vous avez parlé de la palabre. Je crois que vous avez dit que c'était un terme d'origine portugaise. Je ne le savais pas, mais c'est Ils étaient frappés par les peuples qu'ils devaient rencontrer, parlaient. Ça veut dire parole. Ah oui. Et la palabre, c'est le mot ou la parole en portugais. Donc, c'est pratiquement, ça vient de là. Oui. Et donc, je voulais vous demander une chose par rapport à votre texte. J'ai l'impression que dans le texte, il y a souvent un sentiment d'urgence. Oui. Est-il important? Comment doit-on réagir vite à une situation qui se transforme rapidement et qui peut mettre en danger les populations? Et vous parlez de modifier ou d'abandonner définitivement, enfin, je mets dans mes termes, des modes de pensée ou de comportement qui mènent à la catastrophe. Alors, je voudrais vous demander, par rapport à vous-même, par rapport à votre trajectoire intellectuelle, qu'est-ce qui vous a conduit progressivement à ce sentiment d'urgence? Est-ce qu'il y a eu des moments spécifiques, des lectures spécifiques, des ruptures qui vous ont conduit à cette intensité, disons, que vous donnez actuellement à votre texte? Et alors, une deuxième question, je me pose comme professeur, c'est une chose qui m'impressionne souvent, c'est quand je vois mes étudiants, je me dis, mais ils ont 20 ans, ils ont 22 ans, ils vont vivre encore 60, 80 ans. Et la plupart des politiciens, des prévisionnistes, tous, ne savent pas prévoir ce qui va se passer dans 30 ans, dans 40 ans au niveau de la planète. Alors, comment est-ce que vous pensez que nous devons parler à ces jeunes qui, eux, sont en danger? Peut-être que pas pour nous, mais pour eux, il y a vraiment un danger présent. Est-ce que dans l'enseignement, dans la connaissance, dans le passage de la connaissance, est-ce qu'on doit changer nos pratiques pour essayer de les faire participer plus directement à ces prises de décision ou ces changements de mode de pensée? Mais c'est une des... Si l'urgence, ça peut vouloir dire il faut aller très vite ou bien il ne faut pas cesser d'y penser. Vous voyez? Donc, je ne crois pas que les choses puissent aller très vite. Moi, effectivement, je pense aux générations qui viennent et mon espoir, ce à quoi j'espère contribuer, c'est à laisser des germes de pensée, de possibles
euh, qui pourraient leur être utiles et à ce que ma génération et les générations actuellement, les activistes notamment, apprennent des choses. J'essaye d'apprendre aussi avec eux à laisser des choses qui puissent être importantes pour ceux qui viennent. Donc, on est effectivement très désarmés, mais et s'il y a une urgence, c'est-à-dire une brutalité, quelque chose où il faut aller plus vite, je crois, c'est dans la manière dont euh, nous, nous devons traiter, et pour ça, j'ai parlé dans d'autres textes du mot honte. Euh, Ceux qui continuent à enseigner à leurs étudiants et à traiter leurs étudiants comme si le monde allait continuer tel qu'il est, il faut bien, il faut s'adapter, il faut, etc. Euh, Cela, ce que j'essaye de susciter par rapport à eux, ou en parlant d'eux, mais avec l'idée qu'ils pourraient bien écouter, c'est vous n'avez pas honte. Et, là, et je prends honte pas au sens de culpabilité, parce que ça, c'est chez Deleuze que j'ai trouvé. La culpabilité, ça vous mène à étaler au centre vos propres où je suis coupable. Vous prenez le coupable prend toute la place. Les autres ne sont que des victimes. Non, la honte, dit Deleuze, ça peut être un motif d'agir et de penser très puissant. Et la honte, c'est aussi je ne me laisserai pas faire. Je sais que je suis tentée, j'ai honte de l'idée que je pourrais me laisser faire. Et donc là, il y a une urgence. Et il y a une urgence de, dès maintenant, ne pas se laisser faire, ne pas se résigner, ne pas renvoyer à ceux qui suivent la charge de... ça c'est une malédiction de dire à ceux qui viennent, écoutez, nous, on n'a rien pu faire. J'espère que vous aurez plus de chance, que vous pourrez le faire. Non, il faut commencer à le faire. Et c'est ce commencement qui compte. Il faut, et c'est ce commencement qui, en France notamment, en Europe, est violemment réprimé par la police. Ça a donc une importance parce que la répression est véritablement violente, mais qui cherche à faire autrement. Et je parle dans le texte aussi de l'ensemble de ceux qui désertent et qui désertent, je le dis, et il ne suffit pas d'être pour déserter au sens d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants, mais aussi de juristes, j'en connais, euh, qui prennent parti, etc. Il ne suffit pas d'être anticapitaliste. C'est très facile d'être anticapitaliste, je veux dire. Mais non, non, il s'agit de déserter les institutions qui ont fait de nous les êtres soumis que nous sommes, euh, dont la science, euh, avec un grand S. Euh, et donc, ce sont ces institutions qu'il s'agit d'apprendre à déserter sans pour autant, déserter quelque chose qui pourrait être précieux dans les sciences, mais qui justement ne seront précieux que si ces sciences réussissent à changer de milieu. Et là, on en vient à l'écologie des savoirs. Comment est-ce qu'on peut... Parce que l'une des particularités de l'écologie de la science et qui a fait l'unité des sciences, c'est le fait que ses alliés sont l'État et l'industrie, l'État insistant pour ce que j'appelle des sciences camérales, c'est-à-dire qui les aident à gérer les populations, et les industries se fichant des populations, mais leur demandant des opportunités de faire mieux et avec plus de profit, de nouvelles choses. Donc, c'est une tension. Les deux, encore une fois, l'écologie est prise entre l'État et l'industrie, qui sont deux bêtes de protagonistes différents. Mais, comment dirais-je, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, les sciences peuvent garder, me semble-t-il,
de ce que je n'hésite pas à appeler les technosciences, c'est-à-dire les sciences expérimentales qui ne sont rien sans leurs instruments, hein. Un chimiste n'est rien sans l'ensemble des instruments qui lui permettent d'analyser, d'identifier, etc. Donc, c'est technosciences au sens d'une symbiose entre science et technique. Ben, elle, elle a été très intéressante pour le capitalisme, beaucoup plus que pour l'État. L'État n'a pas besoin de beaucoup d'instruments, oui, des ordinateurs pour, pour les données. L'État aime les données, le capitaliste se fiche des données. Il voit des opportunités. Donc, il y a vraiment une distinction entre sciences prises dans l'orbite camérale, où on accumule des données, données sur la biodiversité, données sur ceci, données sur cela, dans une préoccupation de gouvernance, et les sciences et les technosciences, dont on peut dire ce qui peut en inspirer d'autres, c'est que elles tentent de poser des questions qui aient des réponses fiables. Donc, elles doivent bien s'adresser. Un chimiste doit apprendre à bien s'adresser. Et ce problème de bien s'adresser pour obtenir une réponse intéressante, pour apprendre d'eux, eh bien, c'est quelque chose qui peut être transversal, sachant que, alors, c'est la pluralité qui domine. Un anthropologue ne s'adresse pas bien à un membre d'un peuple indigène comme un chimiste s'adresse bien à une réaction chimique. Donc, c'est la pluralité de ce que demande bien s'adresser qui pourrait devenir le trait commun anticaméral, anti-gouvernemental, parce que ce ne sont pas les mêmes questions que posent les questions de gouvernement. Un exemple, la recherche sur les produits médicinaux peut être extrêmement inventive, mais quand on en vient aux tests cliniques, on en vient au caméral. Pourquoi? Parce que là, il faut des données statistiques qui s'adressent à des êtres séparés de leur milieu, qui deviennent des spécimens reproductibles en double aveugle, qui ne savent pas ce qu'ils prennent, qui doivent être séparés de toute leur capacité de se repérer pour devenir comparables, pour décider si un médicament, une molécule sera mise sur le marché. Mais ça, c'est typiquement caméral. Il ne s'agit pas d'apprendre éventuellement de ce fameux effet placebo, apprendre de ce que demande une guérison, apprendre de toute la complexité de ce que c'est guérir, apprendre des guérisseurs. Il ne s'agit pas d'apprendre, il s'agit de réglementer pour éviter qu'un médicament qui agit, mais pas pour de bonnes raisons, des raisons réglementaires, soit sur le marché. Donc, il y a vraiment une tension dans les sciences actuelles entre l'accumulation de données qui ne servent qu'au gouvernement et de l'art des questions qui, lui, pourrait être démultiplié et qui pourrait, mais ça c'est encore autre chose, qui pourrait non seulement être démultiplié, mais communiquer avec une nouvelle écologie. Là, je parle des savoirs et plus des sciences. Une écologie des savoirs au sens, par exemple, où des liens entre, comment dirais-je, une science de la guérison pourrait apprendre du savoir des guérisseurs ou des magnétiseurs, voire des charlatans, parce qu'un charlatan n'est pas un forban. Ce sont des escrocs, les forbans, qui n'ont pas confiance, mais qui savent que les autres sont des stupides. Alors, mais un charlatan peut être sincère. Il dira, mais ça marche. Eh bien, ça marche, quand il s'agit de médecine, est important. Et on peut apprendre de cela. Donc là, il y a une écologie intéressante parce que
on prend au sérieux quelles sont les bonnes questions à adresser à ce qui ici est une préoccupation commune, guérir. Et de la même manière, et justement à ce moment-là, ce qui est important, c'est de vaincre cette écologie qui a séparé les sciences du public, qui n'a laissé que les alliés industrie et État comme protagonistes valables, et le reste, ce sont les bénéficiaires qui n'ont pas à se mêler de la science, surtout pas, ce serait se politiser. Ce serait une science qui deviendrait politique, etc. La science doit être neutre, doit être au-dessus des partis. Mais tout ça, ce sont des visions complètement caricaturales qui empêchent de poser la question de la manière dont, dans une situation qui les concerne tous, des savoirs scientifiques doivent apprendre d'autres types de savoirs, et dont ils n'ont pas le dernier mot ni le premier mot. Non, il s'agit, un peu comme la palabre, d'un apprentissage en commun. Et comment fabriquer des institutions, et ça c'est l'avenir, mais il s'agit de rendre cet avenir imaginable pour pouvoir lutter contre lui. Pour moi, je travaille sur les imaginations, pas sur l'imaginaire d'une bonne science, mais sur les imaginations de « mais ceci pourrait devenir possible ». Vous voyez, dans tel cas, ça s'est passé. Donc, l'imagination, ce serait, qu'est-ce que ce serait une institution que nous ne connaissons pas, non colonisatrice, non étatique, défaire les institutions du pouvoir d'État, mais qui, justement, permettrait de former des chercheurs scientifiques capables de participer à ce type d'écologie où ils ou elles rencontrent d'autres types de savoirs, d'autres types de manières de faire importer une situation, et où ils n'ont pas le dernier mot, mais où leurs mots parlent avec les autres et cherchent qu'est-ce qui est possible entre nous, qu'est-ce qui pourrait, etc. Il y a des ça réussit ou ça rate, ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, on apprend. Et en tant que philosophe, j'ai été frappée par tous les grands discours sur les sciences, etc. C'est toujours des questions de droit, de connaissabilité, etc., construction. Il y a un mot qui est très peu employé, c'est apprendre. Et moi, c'est mon mot préféré. Quelles sont les conditions où on peut apprendre à prendre au sérieux une situation de telle sorte qu'on a besoin des autres pour la bien traiter? Et ça, c'est mon urgence. C'est qu'on laisse tomber connaître et qu'on parle d'apprendre. Nous devons apprendre. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais encore faire une question. Est-ce que c'est possible, Pedro, que je pose une autre question? Oui, bien sûr. Voilà. Et puis Anna Paula. En fait, dans ce que vous dites en parlant des peuples premiers qui ont disparu en grande partie en Europe, et d'apprendre par le dialogue, etc., est-ce que derrière ça, il n'y a pas ce qu'il y avait un peu dans la question d'Anna Paula tout au début, une question de la géographie, disons, de la science, d'une nouvelle géographie de la science qui se déplacerait vers d'autres continents, justement ceux où il existe encore des guérisseurs, où il existe de la palabre, où il y a des modes de connaissance qui n'ont pas été complètement domestiqués, disons, par les États et les entreprises. Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser à une relocalisation d'une certaine manière de la science dans des espaces comme le Canada, comme l'Amazonie, comme l'Afrique, où il y a certainement beaucoup de savoirs qui sont encore très opprimés et qui n'ont pas la possibilité d'être pris au sérieux par la science contemporaine? La première chose que je dirais, j'y ai déjà fait allusion, c'est que même en Europe, il y a des savoirs opprimés. Oui. Mais néanmoins, ils n'ont pas le sens de la légitimité de résister
ils sont... Et donc, effectivement, ce que vous dites va très fort dans le sens de ce que j'appelle une approche écologique. Ce qu'on appelle science, tant qu'on dit science, on parle de quelque chose qui est né en Europe. Pour moi, enfin, c'est toujours ce que j'ai appris à mes étudiants. Enfin, quand je parlais de science, par rapport à quand on parle de savoir, eh bien, il vaut mieux réserver ça à ceux qui se disent d'ascendance moderne, parce que sinon, on conclura toujours au fait que les sciences des autres sont très honorables, mais tout de même, on fait mieux. Donc, le mot science est un mot qui est beaucoup plus compromettant que le mot savoir. Et c'est pour ça que je parle d'écologie des savoirs. Mais les différentes sciences, comment dirais-je, ont chacune un milieu. Et il y a une très grande différence entre les sciences dont le milieu implique activement des peuples qui luttent pour la reconnaissance de leur savoir et de leur manière de faire, et de leur manière de faire compter un monde, et d'autres milieux où on pourrait apprendre d'eux, mais où ils ne revendiquent pas. Ou bien s'ils revendiquent, c'est sur des modes de fabrication, par exemple les magnétiseurs. Mais non, les magnétiseurs, il y a eu une rupture, il y a eu une cassure. Et la cassure atteint tout le monde, sauf peut-être les sorciers de campagne, mais ils sont tout de même assez difficiles à trouver. Donc, je crois qu'il y a une écologie différente selon chaque région du monde. Et je dirais même que l'écologie des savoirs que pratique Marisol de la Cadena et celui que pratique Vivero de Castro sont différentes parce que la colonisation des peuples de la forêt amazonienne a une histoire différente de la colonisation de Cusco et des peuples incas par des missionnaires catholiques qui venaient pour convertir. Donc, ce sont des histoires différentes qui chaque fois doivent retrouver un sens et pas une grande division entre... Je reconnais que le mot sud a beaucoup avec une majuscule, a beaucoup d'importance, mais justement, les échanges à l'intérieur du sud, parce que leurs écologies sont différentes, sont aussi importants que l'opposition avec le nord, quoi. Je crois que le Sud sera d'autant plus important qu'il cultivera ces différences. C'est ce que j'ai bien aimé avec Wiener, c'est que la magie, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout de la même manière ailleurs. Mais il se fait qu'avec les Hollandais, la magie a été un instrument, comment dirais-je, un grand thème qui a, qui a, qui a, qui a préoccupé les anthropologues de ce pays-là, de ces pays-là. Donc, ça y est, j'ai oublié maintenant, mais donc de l'Asie du Sud-Est, quoi. Ana Paula, Donc quoi? Pardon. Vous disiez? Ah oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est les écologies sont multiples, mais elles sont aussi en situation d'échange. Et d'échange à travers des contrastes aussi, c'est apprendre. Elles peuvent apprendre les unes des autres. Et surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est que le Nord capitalise tout ce que le Sud apprend. Ah, je ne vous entends plus. Pedro, on t'entend pas. Bon, Ana Paula, s'il vous plaît. d'accord. Bon, alors, Stenger, je voulais poser une autre question suite à votre exercice d'imagination.
Sans alliance avec le capitalisme, l'État, comment la science peut-elle s'autonomiser et donner de la force à d'autres types de savoirs et d'alliances dans la fabrication du post-colonialisme, du post-capitalisme? Attendez, j'ai pas bien compris le début Le début, de votre phrase. sans alliance avec le capitalisme, avec l'État, comment la science peut-être s'autonomiser, gagner de la force et de donner force à autre type d'alliance pour résister, pour construire autre monde, pour changer cette configuration de force de la science colonialiste. Si je le savais, je le ferais. Mais ce que je... Ah, votre Ça, c'est- exercice d'imagination. Oui, Né? mais ce que je vois, c'est que ce- des parties de l'institution science avec un grand S sont aujourd'hui fragilisées par la désertion. Des chercheurs qui quittent des étudiants qui choisissent de faire autre chose, des contestations, etc. Donc, c'est ces failles-là qui me semblent intéressantes parce que l'idée, il n'y a pas d'autre possibilité que de faire ce que nous faisons est fragilisée. Le manque d'imagination de l'institution science est fragilisé. Il y a moyen de faire autrement. J'avais publié un livre qui s'appelait Une autre science est possible. Et ça, c'est le seul fait qu'on la dise possible est déjà un changement. Parce qu'elle a l'idée que rien d'autre n'est possible. En tout cas, rien d'autre n'est possible que l'ancienne science avant le néolibéralisme où on respectait l'autonomie des sciences. Donc, elle est dévorée par le regret du passé. Et moi, je lutte contre le regret de ce passé. Je comprends que les scientifiques soient tristes, mais c'est pas comme ça que le changement viendra en retournant au passé, à l'époque où les sciences étaient respectées et où on ne leur demandait pas de compte. Donc une autre science est possible, ça ne se fera que si le doute démobilise les scientifiques, les force à penser, et que si les étudiants sont une grande force, demandent qu'on les traite autrement, demandent d'autres types de cours, demandent de ne pas chercher idiot. En France, en 68, on disait on ne veut pas, les travailleurs disaient on ne veut pas travailler idiot. Eh bien, les chercheurs reprennent parfois ce mot en disant nous voulons cesser de chercher idiot, c'est-à-dire de chercher sans rien penser pour faire avancer la connaissance, sans penser à quoi que ce soit d'autre que notre tâche. Nous voulons penser le monde où nous travaillons. Il y a des demandes et il y a une déloyauté envers l'institution qui augmente. Et ça, pour moi, c'est des facteurs de changement. C'est-à-dire le changement ne sera pas une grande révolution, mais ça peut commencer par une multitude d'initiatives qui apprennent ensemble comment former autrement. J'ai fait partie d'une de ces initiatives au début. C'était à la suite d'un premier événement qui pour moi a été très important sur le possible, qui était ce que j'ai appelé l'événement OGM, quand en Europe, on a réussi, ce qui n'a pas eu lieu en Amérique latine, à résister aux OGM. Et il y a eu une telle... Et ça, le fait que des activistes ont réussi à faire reculer le mot d'ordre, c'est le progrès et on n'arrête pas le progrès, a été très important pour moi. Et j'ai vu des scientifiques douter, etc. Et il y a eu un début d'apprentissage qui a été vite arrêté. Mais
comme on dit en français, une alouette ne fait pas le printemps, mais elle peut l'annoncer. J'ajoute, elle ne le fait pas, mais elle peut l'annoncer. Et on a besoin d'annonces de ce genre. Et, et donc là, j'avais participé à une recherche collective qui s'appelait les lois du savoir. Et on voulait montrer par tous les moyens nécessaires, possibles, euh, qu'il était possible qu'un chercheur soit loyal à sa science, à ses contraintes, à la manière dont elle le situe. Et quand je dis situer, je dis toujours la situation, c'est non seulement savoir ce que notre science nous permet de savoir, mais aussi ce qu'elle nous demande d'ignorer. Donc, euh, donc, ça pouvoir se situer par rapport à ceux qui savent des choses que notre savoir nous demande d'ignorer. Et donc, nous pouvons apprendre à situer nos savoirs à partir de ces contraintes qui sont aussi des contraintes à ignorer. Et donc, ce qu'on a fait, c'était de montrer, notamment, c'était de montrer que des étudiants en formation à qui on posait des questions, comment dirais-je, ou sciences et sociétés, enfin, des questions où sciences et sociétés étaient ouvertes et où on leur demandait d'enquêter sur les débats à ce sujet grâce aux ressources du net, du web, eh bien, en sortaient transformés et intéressés. Pas du tout doutant des sciences, mais se rendant compte que une vérité peut en cacher une autre. Que donc accepter avec appétit ce qui les situait. Ils n'avaient pas besoin de croire que leur science résoudrait les problèmes. Et ça a été important pour nous. C'était de voir ces étudiants heureux de ce qu'on leur apprenait. En général, on dit, si vous leur apprenez, vous leur apprendrez à douter. Et ça en fera de mauvais chercheurs, parce qu'un chercheur ne doit pas douter, il doit croire que c'est possible. Eh bien, ça, je crois que c'est une de ces légendes qui tiennent l'institution ensemble, qui la discipline, et qu'il y a moyen de contrer. Et on le contrera seulement en fabriquant des situations où les chercheurs peuvent rester des chercheurs intéressants et intéressés, tout en apprenant que leur science est un savoir parmi d'autres et qui doit travailler avec d'autres. Donc, il y a quelque chose, je crois que l'expérience compte et que ces lieux d'expérience, ces lieux d'expérimentation vivante qui, se multipliant, peuvent casser les évidences qui tiennent l'institution debout. Parfois, je crois qu'il faut s'attaquer à aux réflexes paniques qui disent « mais si on lâche ça, ce sera n'importe quoi ». Mais non, ce ne sera pas n'importe quoi. Vous voyez? Donc voilà, donc je crois qu'il y a moyen d'expérimenter sur un mode où on essaye de fabriquer d'autres situations ou d'autres possibles qui avaient été exclus insistent. Et que pour le moment, c'est une tâche que les universités peuvent mener avec leurs moyens, mais elles peuvent faire l'objet elles peuvent essayer d'être récalcitrantes à on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la bonne question. Et qu'est-ce qu'on peut faire qui intéressera d'autres? Je crois beaucoup à la contamination, aux vertus des propagations épidémiques. C'est le fameux « si c'est possible ». Guilherme, vous voulez parler, pour poser une dernière question? Peut-être j'ai juste une petite remarque. Je suis content comme géographe.
Je suis content d'entendre la question de Christian à propos d'une géographie de la science, de la raison. La géographie a un rôle essentiel dans la critique à la science eurocentrique, à la science moderne. C'est le premier point. Deuxième question, j'ai bien aimé la référence que vous avez faite, Madame Stanger, au travail de Viveiros de Castro, Oui, parce que l'ouvrage Métaphysique cannibale, c'est vraiment très important. Et j'aimerais bien aussi souligner le rôle de Paulo Freire, oui, qui est notre prix d'un pédagogue. Et ce qu'il faisait était souligner en tant que méthode l'importance de la parole, l'importance d'entendre les autres. À ce moment-là, les ouvriers qui essaient d'apprendre à lire et à écrire. Et donc, je pense que c'est très important, cette méthode de Paulo Freire, que toute proportion gardée, il y a des relations avec l'anthropologie de la science de Bruno Latour et l'anthropologie post-structuraliste de Viveiros de Castro. Et donc, je suis content de voir la référence au intellectuel brésilien, mais nous avons aussi Paulo Freire il a fait avant la lettre une pédagogie postcoloniale, décoloniale, anticoloniale dans les années 60. ah oui, Récemment, un intellectuel autochtone, Ailton Krenak, il a été élu par l'Académie brésilienne de lettres. C'est aussi oui, un moment important pour nous. Mais de toute façon, si on parle d'une géographie de la science, de la circulation, euh, j'espère que vous pouvez lire les intellectuels d'autres parts du monde et qu'ils peuvent être traduits dans des langues européennes parce que c'est pas facile de comprendre le portugais. Il y a aussi une hiérarchie de langues dominantes et de langues dominées que d'une certaine façon oui. est vraiment un obstacle à la compréhension d'autres mondes, d'autres façons de voir les choses. C'est juste une petite remarque. Oui, oui, tout à fait. Mais j'ai lu récemment un article traduit de Krenak qui m'a beaucoup intéressé Ah, d'ailleurs. Oui, oui, ça c'est super. Ah bon? oui, oui, oui. Et où il parlait justement, je crois il citait encore un autre, mais j'ai oublié maintenant, mais où il disait attention, il ne faut pas chercher des convergences. Ça doit rester distinct et pourtant solidaire, quoi. Les alliances doivent se faire. Il parlait, je crois, au Brésil, des populations d'origine africaine et des populations d'origine indigène, je dirais, etc. Et il disait, il faut pas, c'est pas une espèce, et je crois que c'était un peu une différence qu'il faisait avec Paulo Freire. Il suffit pas d'être opprimé pour être uni. L'oppression n'unit pas. L'oppression peut fabriquer des alliances, Voilà. mais les alliances doivent, et ça c'est de la bonne écologie, je dirais, les alliances doivent rester distinctes. Chacun tire ses propres forces de, de, d'où on vient, quoi, et de ses mémoires et de son mode de récit, etc. Il ne faut pas un récit unique de l'oppression, parce que à ce moment-là, le pouvoir est à l'oppresseur. Il faut des imaginations multiples de, de ce qu'a fait l'oppression à tel ou tel euh, peuple.
Voilà. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, les relations qui peuvent se fabriquer entre les différents Suds qui composent le Grand Sud, le Ouais. Sud avec majuscule. Et c'est Voilà, là, voilà. parce que l'apprentissage, il est important pour tout le monde, mais il doit toujours se faire quelque part. Voilà, tout à fait. Merci bien. Merci, merci Madame Sanguer, c'était magnifique cette conversation. Je voudrais savoir si vous voulez dire quelques mots pour finir Ben, je veux notre d'abord, conversation. je veux d'abord vous remercier, évidemment, et désolée de ne pas pouvoir. Merci d'avoir trouvé des francophones, parce que je ne peux pas parler comme je viens de parler en anglais. Euh, Ma langue, c'est le français. La langue qui me fait vivre, c'est le français. L'anglais me permet de parler, c'est tout. Euh, et donc, merci beaucoup. Et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir vos avis et de voir si ce que je dis a du sens pour vous, parce que c'est le type d'épreuve qui me permet de dire que je ne parle pas dans le vide, ou un point de vue, que mon point de vue peut intéresser loin Ouais, ouais, ouais. et peut fabriquer des co-apprentissages. Je vous remercie beaucoup. Bom, merci. Bom, então nós terminamos aqui o debate CEA. Agradeço aqui em português Isabelle Stanguers pela essa conversa, Ana Paula Perrota, Guilherme Ribeiro, Christian Dutler. Também agradecer aqui o André Felipe, que é vice-coordenador do SEC, né, que ajudou a gente aqui para fazer esse vídeo. Também o Pedro Campos, professor Pedro Campos, também acompanhou aqui com a gente. Além disso, mandar minha saudação, professor Luque, professor Leandro, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que apoiou aqui o nosso evento. Então, muito obrigado e até a próxima. André, você pode terminar aqui. Merci. Merci, au revoir. Oui, madame, au revoir. Wow. Au revoir.